Je pense que l'intégration qu'on a commencé à parler tout à l'heure, ça va être un combat que je vais mener dans l'avenir pour que l'immigré cherche à s'intégrer, surtout en Europe. Il n'y a plus de problème de retour. Retourner où? Chez vous, chez nous, où? Chez nous, c'est ici. Il n'y a pas de raison qu'on cherche, enfin que je cherche, moi en tout cas, à retourner chez moi. Depuis 20 ans, je vis en Afrique comme vacancier. Je vis ici en Europe comme mon pays. Ici, c'est mon pays. Voilà sans doute ce que diront aussi ses enfants plus tard. Leur propos sera-t-il mieux reçu qu'il ne l'est aujourd'hui? La société européenne, en l'occurrence la société française, aura-t-elle admis alors qu'elle est devenue multiraciale? Pour Mamadou Konté, ex-cultivateur malien, la société multiraciale, ce n'est plus une question d'option. Ce sera bientôt une réalité incontournable. Tout le monde sait que d'ici 50 ans, les sociétés vont être tellement mélangées qu'on ne saurait plus qui est véritablement français, qui est véritablement africain quand on vit en France. Ils étaient quelques milliers comme lui il y a une dizaine d'années. Ils sont aujourd'hui des centaines de milliers. Eux, ce sont les Africains, mais aussi les Asiatiques, venus chercher en Europe le travail qu'ils ne trouvent plus dans leur pays et accomplir les tâches que nous refusons de faire, mais venus aussi parfois pour fuir un régime dictatorial et trouver refuge dans l'une de nos démocraties. Il y a longtemps que les pays européens accueillent des étrangers, mais des étrangers proches de nous, venus de l'Est ou du Sud de l'Europe, et qui se sont plus ou moins rapidement assimilés aux coutumes de leur pays d'accueil, avant d'en devenir souvent des nationaux, que plus rien ne distingue aujourd'hui des autres. Mais depuis quelques années, de nouveaux étrangers arrivent en Europe. Ainsi, de plus en plus nombreux sont les Africains, pour ne prendre que cet exemple, qui s'installent dans les grandes villes européennes, dans des conditions souvent difficiles, il faut le dire, en butte à la xénophobie et au racisme. Alors, annoncent-ils à leur manière la naissance d'une société multiraciale? Il est certes bien trop tôt pour le dire, d'autant plus que ce phénomène demeure encore limité à quelques grandes villes et que, par ailleurs, vous le savez, de plus en plus d'États européens multiplient les obstacles pour s'opposer à l'arrivée de ces nouveaux immigrés. Mais l'Europe ne peut plus ignorer l'existence de cette communauté noire dont la culture s'affronte à la sienne et la pénètre progressivement par le truchement, par exemple, de la musique, de la danse ou de la mode. Alors, pour comprendre l'importance de ce phénomène et de ses conséquences, Eliane Baïf et Yvan Butler ont choisi l'exemple de Paris, où vit actuellement une importante communauté noire. Ils ont pu constater que la société multiraciale devenait de plus en plus une réalité, même si ceux qui la rejettent sont encore nombreux. Regardez. La ville souterraine. Longtemps, ce fut l'un des rares lieux du mélange visible entre blancs et noirs. Parce que les Africains vivaient à la périphérie, dans des foyers d'où ils sortaient peu, sinon pour gagner leur lieu de travail. Aussi est-ce dans la ville souterraine que Mamadou Konté a commencé par nous emmener. Mamadou qui a connu toutes les étapes de l'immigration sud-saharienne en France. Tu sais, le métro, il y a 10 millions de voyageurs qui voyagent par jour dans le métro parisien. Et il y a peut-être parmi eux 1 million d'immigrés qui se croisent dans le métro. Donc c'est un endroit où on peut se rencontrer. C'est un endroit également où on peut se regrouper. Alors la seule symbole qu'on a connu véritablement black, noir, africain ou antillais, c'était que au lieu de vouloir se chercher partout, au lieu de vouloir créer d'autres endroits pour les Noirs, puisqu'on n'en a pas, on se trouve dans le métro avec la musique. Jouer dans les couloirs du métro, c'est interdit. Jimmy Blanche et ses amis le savent, ils y viennent quand même. Un peu pour l'argent, mais surtout pour démontrer aux Européens que même dans le métro, que même africaine, la musique adoucit les mœurs.
Les Blancs, ils n'aiment pas les tam-tams. Ils aiment les tam-tams quand exotique, on peut venir sortir avec son mari et venir danser un peu. On peut raconter à ses copains qu'on a été dans une boîte africaine, qu'on a dansé. On a dansé surtout sur les tam-tams. Mais quand il voyage dans le métro, quand il prend un métro en sortant du métro, peut-être que ça ne rentre pas dans leur vie de voyageurs histoire de tam-tam. Tandis que pour un Africain, partout, bon, on peut y aller. Normalement, il faut avoir la musique avec soi, quoi. Je suis arrivé ici comme immigré, comme tous les immigrés. C'était 5 août 65, ça fait longtemps, ça fait 20 ans. Donc quand je suis arrivé ici, je ne savais ni lire, ni écrire, ni parler français. Bon, je me suis débrouillé un peu. Se débrouiller, lorsqu'on est noir et musicien ou danseur, cela signifie par exemple réussir à trouver un lieu de répétition. C'est un lieu historique. C'est une ancienne fabrique de montgolfières qui date d'il y a 2 siècles. C'est d'ici qu'est parti Gambetta lorsque Paris était assiégé par les Prussiens à bord d'un ballon dirigeable pour se réfugier à Bordeaux. Je l'ai acheté pour en faire un loft et puis devant la beauté du lieu, une fois réparé, j'ai décidé d'en faire don à la communauté black de Paris qui a des graves problèmes pour travailler. Et ici, maintenant, c'est un lieu, un centre qui se veut centre d'accueil, de danse, de musique, de diverses activités artistiques pour ce milieu parisien. Qu'est-ce qui vous a incité à en faire don d'une part et à en faire don à cette communauté-là plus particulièrement d'autre part? Vous savez, je suis réfugié politique espagnol. Je suis venu en France en 1939. Et à l'époque, nous étions quand même merveilleusement accueillis par la population française. Mais j'ai gardé quand même ce souvenir d'immigrés, cette difficulté d'être, cette différence qu'on faisait quand même de temps en temps sans ressentir. Et lorsque j'ai connu cette communauté noire à Paris, j'ai ressenti leurs problèmes. J'ai retrouvé mes impressions d'enfance, cette difficulté d'être, d'intégration. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette communauté qui est très visible. Les Européens commencent à aimer la musique africaine. Pourquoi, selon vous? Les gens voient leur erreur. Les Européens, c'est-à-dire ces gens-là qui ont colonisé, c'est-à-dire leur mère, les enfants maintenant voient l'erreur et disent mais comment nos parents n'ont pas été sensibles à cette chose? C'est quand même la nature, c'est quand même l'animal, c'est quand même la vie, c'est quand même la fête. Si un Chinois qui est cool, il faut faire avec. Et si un Européen qui est cool, il faut faire avec. Moi, je ne sais pas, c'est la communication des peuples, puisque quel que soit ce qu'on dit, regardez aujourd'hui, le gouvernement sud-africain vient de voter la loi que les Noirs ont le droit de faire l'amour avec des Blanches. Et ça fait 40 ans qu'ils n'ont pas le droit. Donc on va vers la communication. Vous ne pensez pas tout le temps que vous êtes blanc quand vous marchez dans la rue. Mais moi, je suis noir, je ne pense pas tout le temps que je suis noir. Je marche, je suis un être humain. Je suis people, quoi. Je suis un peuple, je suis sur terre, je suis un terrien, je marche. Et dans la vie, à Paris, quelquefois, on vous fait rappeler tout de suite, quelquefois, souvent dans des bureaux, dans des choses, les policiers, on vous fait rappeler que vous êtes black. Je ne vis pas avec la peur tous les jours parce que on est musicien, on est artiste, on ne peut pas vivre tout le temps avec la peur. Mais on vit avec on sent la chose beaucoup plus. C'est-à-dire, actuellement, par exemple, moi et mon frangin, on fait des choses. Si on va dans le métro, je lui dis toujours,
on va jouer dans le métro. Mais s'il se passe quelque chose, tout de suite, il faut en aller, il faut qu'on s'en va. Avant, on serait resté, on serait là, on aurait discuté avec les gens. Il faut dire que depuis l'esclavage, nous avons été habitués qu'à ça. Et donc, bon, mais c'est devenu, si vous voulez, une sorte de monnaie courante. C'est un mal auquel on est habitué. Quoi. Et puis, bon, ça ne fait presque plus rien. Mais ça dépend. Il y a des gens qui n'arrivent pas à ne pas se faire, comment dirais-je, à ne pas se faire accepter. Ça leur fait mal. Mais moi, je vis. La vie est faite pour tous et je vis. Quoi. Je passe mon chemin. Sentiment de révolte, il n'existe pas. Il y a plutôt un sentiment de réaction qu'un sentiment de révolte. Parce que, bon, mais, je ne pense pas que le noir en lui-même soit raciste. C'est un être bon et accueillant. Ça a pu se démontrer à plus d'une reprise. Parce que si l'Afrique a été colonisée et de ses enfants, on en a fait des esclaves, c'est qu'au départ, les gens n'étaient pas du tout méfiants et étaient très bons. J'ai ouvert ce centre, j'ai été attaqué de toutes parts. Les Blancs m'ont dit « il est fou, il dépense son argent avec des gens qui ne le méritent pas ». Les Blacks ont dit entre eux « voilà, Paco Rabanne avec son fric essaie de nous récupérer, c'est de paternalisme, il veut faire oublier tout ce qu'on souffre ici, etc. etc. » J'ai été attaqué de toutes parts, mais moi je m'en fous. Je m'en fous ce que les gens pensent de moi. Moi j'ai une conscience, et c'est ma conscience qui me fait agir. Vous savez, si le racisme existe, parce que le racisme, c'est la méconnaissance de l'autre. Et ici, vous voyez, par exemple, ici en haut, vous avez les breakers, les smurfers, cette nouvelle danse à la mode qui vient des États-Unis. Et toutes les communautés sont groupées, mélangées. Vous avez ici la communauté maghrébine, des Chinois, des Africains, des Antillais, des petits Français du quartier. Et tout ça, ils se stimulent, ils dansent ensemble, ils descendent dans les salles, ils voient des danses africaines. Ils voient des expressions, des danses antillaises, et peu à peu, ils apprennent à connaître l'autre et à aimer l'autre. Ça, c'est très important. Cissé, poète et danseur, pensait que les Africains, que les Noirs suivraient ses cours à l'American Center. Ce sont les Français, les Blancs, qui sont venus. Je suis arrivé en France pour faire mes études de droit et de Sciences Po. Et je venais de mon Afrique natale, de ma Guinée natale, où on avait une image totalement paradisiaque de l'Europe, de la France en particulier, puisque la Guinée est une ancienne colonie française. Et venir en France, c'était vraiment noir aux alouettes, c'était le paradis. J'arrive ici, qu'est-ce que je constate à la fac? Plein de monde dans les rues. Mais on ne se parle même pas. On ne se dit même pas bonjour. Enfin. Donc après les cours de danse, je me retrouve tout seul. 3 amis guinéens et moi, en plus, on était exilés, on ne pouvait plus retourner en Guinée tant qu'il y avait ce régime de Sékou Touré sur place. Nous avons décidé de rompre ce cercle de solitude en créant une troupe de théâtre. Et moi, déjà en Guinée, je dansais dans les fêtes de fin d'année au lycée, j'organisais les fêtes. Mes amis m'ont demandé de faire une chorégraphie et d'organiser des pièces de théâtre dansées, puisqu'il fallait trouver un langage universel. Ce langage universel en France, ça ne pouvait être que le langage du corps. Ce sont des danses rituelles, des cérémonies rituelles, mais c'est aussi une technique pour leur dire que le corps existe. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des sentiments, il y a des émotions, il y a des expressions qui ne peuvent pas être traduites complètement en parlant. Le corps a son langage, a son existence, il faut lui donner la parole. Sénégalais, Maliens, Guinéens, Camerounais, Mauritaniens ou Gabonais, ils étaient 3000 en France en 1960. Ils sont aujourd'hui plus de 200 000, venus pour étudier ou pour gagner leur vie, restés par goût ou par nécessité. 2 questions se posent à eux tous.
celle de leur retour en Afrique ou de leur insertion dans une ville, une société différente certes, mais qui est aussi devenue la leur. J'ai appris à parler comme toi, la preuve. J'ai appris à m'habiller comme toi. J'ai appris à, je veux dire, se faire steak frites comme n'importe quel Belge. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, je sais faire steak frites aussi bien pour un Africain que pour un Européen. Bon, je veux dire, l'Afro-Européen, c'est aussi l'individu qui est entre ici et l'Afrique, qui est né en Afrique, qui assimile les cultures africaines, qui a assimilé, qui les garde avec lui, qui a son Afrique sur la tête partout dans le monde où il va, il amène son Afrique. Ben pour moi, c'est ça l'Afro-Européen. L'Afro-Européen, c'est aussi, une fois ici, nous vivons, je vais au marché comme n'importe quel Français, si ça m'arrive d'aller au marché, je vais au bureau tabac comme tout le monde. Comme je te disais tout à l'heure, bon, je converse comme tout le monde, c'est une vision du monde qui peut être la vision du monde de n'importe quel Français, que les Le Pen veuillent ou pas. Bon, nous, on est afro-européens. Garder son Afrique sur sa tête, les coiffeurs spécialisés sont là pour satisfaire ce vœu. Mais en même temps, les coiffeurs fournissent à leurs clients de quoi perdre leur identité africaine, de quoi décolorer leur peau noire. Les produits sont interdits parce que cancérigènes, pourtant ils se vendent très bien. Il y a environ 500 tresses pour réaliser ça. Combien c'est que ça? Oui, environ 500. Ça a mis quand même 4 matchs pour les faire. Oui, on a mis 4 matchs. Pas trop fatigué, Ok, ça pas va. trop fatigué, c'est bon. Non, j'ai l'habitude alors. Ça c'est très bien. Et la petite? On pourrait faire Ça ici va quand bien même, c'était pas trop... Continue. ça va, hein. Monsieur Mbami, nombre d'Africaines et d'Africains continuent à utiliser les produits à décolorer la peau alors qu'ils savent que c'est très dangereux. Pourquoi, selon vous? Oui, c'est ça, 1h30. Pour être belle, si vous voulez, il faut avoir la peau claire. Alors on ne peut rien y faire. Je suis contre ce procédé parce que, tout d'abord, les personnes qui se décolorent la peau, premièrement, ne se sentent pas bien en elles-mêmes. Je m'explique. Ces personnes pensent que, et jusqu'aujourd'hui, que quand on a la peau claire, on a plus de prestige, on est supérieur. Ils pensent que la peau noire n'est pas une peau à garder, vous voyez. Or, pour moi, je pense que ils se trompent parce que pour pouvoir accepter, se faire accepter, disons ici à l'Occident, en tant que black, en tant que noir, pour pouvoir avoir des valeurs nègres propres à nous, il faut déjà nous accepter nous-mêmes, accepter notre identité, être la trompette qui sonne pour cette peau. Radio Nova, les nuits noires de Radio Nova. À Camassel. Ah ouais, sûrement. Les Nuits Noires de Radio Nova. Financée par le magazine Actuel, cette radio privée a choisi, comme d'autres d'ailleurs, de s'ouvrir à la musique, à la culture africaine. On s'est trouvé dans une situation où on avait une originalité unique, qui était d'avoir beaucoup d'Africains et beaucoup de musiciens et que personne ne les connaisse. Alors là où on a dû pas mal bosser, c'est pour repérer tous ces gens, parce que, par exemple, il y avait un des meilleurs chanteurs zaïrois qui travaillait comme manutentionnaire dans une usine. Ils étaient tous venus avec des rêves sur Paris Ville Lumière, qu'on leur avait montré dans les colonies, n'est-ce pas, du temps des colonies. Puis arrivé ici, la période avait changé. Les gens se sentaient plus responsables vis-à-vis des francophones tellement. Il y avait le risque d'un ghetto. Et ça, j'aime pas. Je trouvais ça pas normal. Donc pour ces raisons-là, on a décidé de travailler sur les Africains. Et ça a été long.
Oui, et expérience faite, après 2-3 ans, vous êtes aperçu que ça pouvait se vendre, c'est-à-dire que les Français prenaient goût à cette musique-là. C'est exactement comme ça, puisque ça a fait baisser les ventes actuelles de 10%. Je suis désolé de vous le dire, c'est pour ça que j'avais amené cette couverture, qui est la première qu'on ait faite sur ce sujet, qui s'est vendue 15% de moins. D'accord? Donc le problème, c'est est-ce qu'on a des idées, est-ce qu'on y croit? Ensuite de quoi, quand on a des idées qu'on y croit, on peut traverser quelques déserts. Bon, mais maintenant ça marche. Alors, c'est une mode passagère ou pas? Non, c'est l'ouverture d'un continent. Ça ne peut pas être une mode passagère. Cet engouement pour la musique africaine, est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est essentiellement un phénomène de médias ou il y a plus que ça? Je crois que c'est tout en même temps. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui arrive à maturation, donc qui est mûr à être consommé. C'est l'intérêt des médias pour ça, pour renouveler un peu cette espèce de stock culturel qui est en baisse, comme ça, en déficit. Donc les médias s'en sont emparés, s'en emparent, pas beaucoup, mais on voit par exemple dans Elle, en ce moment, qu'au hit parade et lectrice de Elle, il y a un disque africain, d'Ali Baba, du Cameroun, ce qui est assez surprenant. Disons qu'il y a des journaux comme Libération actuelle ont non pas accéléré le processus de mode, mais rendu compte un peu au jour le jour de ça. Et je crois que ça joue un rôle important. C'est néfaste que ça soit une mode? Non, parce que si c'était pas une mode, ça ne marcherait pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'illusion à avoir, on fonctionne colon-colonisé. C'est-à-dire que si les colonisés ne n'imposent pas quelque chose par ce biais-là, personne n'ira le chercher, à part quelques ethnologues. Comment voyez-vous, de façon plus générale, l'évolution du sort de l'immigration noire africaine en France? Moi, je ne vois pas une grande évolution. Les Anglais ont résolu ça. Enfin, je veux dire, la politique du Commonwealth, ça fait qu'il y a une circulation beaucoup plus grande en Angleterre, donc ils sont installés avec les problèmes que ça pose. En France, les Noirs ne sont pas installés. C'est-à-dire que c'est tout, personne n'a pignon sur rue, c'est tout des gérances, tous les commerces sont des gérances, etc. C'est une immigration précaire qui peut du jour au lendemain se retourner et les Africains peuvent rentrer. Les socialistes en ce moment réussissent ce que le gouvernement de droite n'avait pas réussi, c'est-à-dire à faire rentrer des Africains en Afrique alors qu'ils ne voulaient pas rentrer au départ. Je crois qu'on est sur la phase du retour quand même en ce moment. C'est un bien? Non, je crois que c'est pas un bien, parce que ça va engraisser les mégalopoles d'Afrique côtière, c'est un facteur de déstabilisation pour tout le monde, je veux dire, à terme pour l'Afrique et pour plus tard pour nous. Non, mais je pense que bon, l'espèce d'objectif d'une société dite multiraciale comme ça qui intègre son immigration, à mon avis, les Français sont trop racistes pour ça. On va avoir un peu de son, un micro. Se saper, s'habiller bien, s'habiller le plus cher possible, s'habiller à l'occidental. À Paris, ils sont quelques centaines de Zaïrois et de Congolais à se soumettre aux règles rigoureuses, aux règles ruineuses de la SAP. Et ce soir-là, Radio Nova avait invité Papa Wemba, musicien et sapeur. Tout le phénomène. Mamadou, il y a aussi Wilfried qui est là. Parmi nous ce soir. Et Wilfried va peut-être nous parler un peu de la SAP, non? Ils en parleront tout à l'heure. Alors, quand les sapeurs, ils ont débarqué sur Paris, ils sont venus parce qu'avant, ils étaient à Brazza, ils étaient un peu Kinshasa. Alors, la petite histoire dit, et je ne sais pas si c'est vrai, c'est que pour différencier justement les Congolais des Zaïrois, ils se jetaient des défis. Et entre autres, le défi, c'était les griffes. Ouais. Mais la SAP, c'est quoi tout d'abord? Un sapeur, c'est qui? Il faut avoir le look. Pour un sapeur, le look, c'est la griffe. Chaussures et costumes doivent venir des maisons les plus prestigieuses. Et malheur à celui qui, le moment venu, ne peut disposer d'une gamme complète, Joe Ballard, l'un des rois de la SAP, lui interdira tout simplement de rentrer au pays. Quelles sont les griffes qu'un bon sapeur doit avoir dans sa gamme, comme vous dites? Un bon sapeur va avoir d'abord au grand Marcel Assens, Gianni Versace, Christian Dior, Ventilo, Ambrosio, Tête de la Pudeuse et Aline Yaomo. Moi, quand j'ai pas plus que de 20 000 francs sur mon corps, sur mon dos, je ne peux pas me sentir bien. C'est la SAP qui me fait vivre. Il n'y a rien de plus. Comment doit s'organiser le retour d'un sapeur en Afrique? Ah, d'un sapeur, il faudrait qu'il se prépare au moins avec 4 valises. Hein. 4 valises d'habits, de valeur, griffées, etc. Et il faut bien, parce que 4 valises de griffées, il faudra qu'il descende avec 15 paires de chaussures normalement, 15 à 10 paires. S'il y a moins que ça, il ne peut pas, parce que normalement, quand vous arrivez, il y a des gens qui sont là-bas, qui sont mieux habillés encore, alors
Il y a une lutte entre les gens qui ne sont pas en France et ceux qui sont là-bas. On est d'abord mieux considérés. Donc, on s'affirme en tant que tel, en tant que personne physique, d'abord. Et puis, cela s'inscrit en fait dans un certain cadre de l'évolution. Les Africains, ils ont quand même évolué aussi dans un sens. C'est comme ça que moi je vois les choses. Par rapport à la police aussi? Par rapport à la police, vous savez, quand on est bien habillé ici à Paris, pour un noir surtout, vous pouvez circuler n'importe où sans papier. Moi, ça fait plus de 6 ans que je suis à Paris, j'ai jamais été fouillé, moi. Je prends le métro dans la rue, n'importe où, même en voiture. Les policiers, ils m'arrêtent jamais, moi. Oh, ça me fait sourire et puis je trouve ça triste aussi parce qu'en fait, ça prouve encore que pour être bien habillé, il faut être habillé à l'occidental et ça me gêne. Je crois qu'il faut travailler inverse de ce que je fais. On n'est pas en conflit, c'est sûr, mais je trouve dommage. J'aimerais pas que ça se développe. En plus, ça nous anéantit complètement, ça fait abstraction de la culture. Non, vraiment, c'est pas positif pour nous. Il faut prendre ça comme un gag. Tant que c'est qu'un gag, c'est bien, mais si ça devient autre chose, c'est dangereux. Les boucles d'oreilles, oui, ah bah tiens. Ouais, ça serait bien pour toi. Tu n'aimes pas ça? Oui, ça ira bien. Hein, qu'est-ce qu'on pense? Tu l'aides à mettre ça? Oui, je tiens. Pas mal ça, oui, effectivement, ça sera bien. Moi, je pense que tu mettras ça là, moi. Oui, bah, ça sera bien. Les bijoux qu'on voit là, ces bijoux que vous faites, c'est inspiré d'une tradition africaine ou c'est une création pure de votre part? Oh, c'est une création pure, mais très inspirée quand même de toute l'Afrique. Ça, c'est inspiré du Burkina Faso. Bon, toutes les pierres, de toute façon, viennent d'Afrique. Est-ce que ça veut dire que le défilé de mode, pour vous, c'est un prétexte à faire passer aussi autre chose que simplement les vêtements? Ah, mais complètement. C'est une grande fête, c'est un message culturel. Les mannequins sont différents, ils viennent de pays différents. Ce qui est important, c'est qu'on se sente tous bien et qu'on passe un message de culture en même temps et puis de fraternité des pays, tout en ayant un prétexte de mode, en fait. Nous avons une culture bien définie qui demande à être connue, mais nous ne devons pas être un phénomène mode. Enfin, j'espère que si ça va dans l'esprit que je veux, ça ne sera que positif, parce que ça emmènera des métissages, ça emmènera des mélanges de cultures, pourquoi pas. Mais si ça reste dans un autre sens, alors ça va être néfaste, parce que tout d'un coup, l'Occident a toujours besoin d'autre chose. Je crois qu'il prend à l'extérieur, il a pris pas mal de choses en Afrique en ce moment, mais je crois que ça commence à se dégrader maintenant, un tout petit peu. Vous travaillez dans un milieu que l'on pourrait dire privilégié par rapport au reste de l'immigration africaine. Est-ce que vous vous sentez concerné par les problèmes de l'immigration africaine en général, les travailleurs africains? Ah oui, non mais complètement, je suis immigrée moi, de toute façon, c'est pas parce que je fais de la mode, que j'ai un métier qui paraît beaucoup plus sympathique ou beaucoup plus joli que je ne suis pas une immigrée, je suis une immigrée, mais disons que moi j'ai peut-être beaucoup plus de facilité dans la mesure où ce que je fais semble plus beau et bon, et qui plus est, je suis intellectuelle, donc les choses passent différemment. Justement, je vais en profiter d'avoir ces avantages-là pour passer plus facilement notre culture. Je crois que c'est ce qui est important en fait. Comment retrouver dans la ville blanche les habitudes, les goûts, les couleurs de l'autre continent? Comment s'approvisionner, se nourrir, se vêtir à l'africaine? Il est des quartiers, le 18e arrondissement de Paris par exemple, où tout cela est devenu possible, grâce à Monsieur Demba par exemple. Qu'est-ce que c'est ça, voilà? Ça s'appelle quoi? C'est un nom? Même ça aussi, comment c'est pas il mal. s'appelle celui-là? C'est la forêt vierge, ça. Forêt, ça, c'est le tam-tam de quoi? Non, ça, c'est Zigida. Non, pas Zigida. Zamba Zamba. Et ça veut dire quoi? C'est pas Zamba Zamba. C'est mélange. Zamba Zamba, ça veut dire quoi? Le mélange. Ça me fait mélanger. Vous voyez comment c'est joli, ça? C'est très joli. Solo va te mayo, ngaza on mayo. Ça c'est combien ça? 270. 270. Pas 250. Non, tu sais bien. Comment 250 vous ne voyez pas? Tu sais bien, on fait actuellement les plus bas prix de Paris automatiquement. Il faut essayer d'en profiter, hein, pendant qu'on remonte les prix. Ça, c'est très joli. J'ai été presque le premier Africain à introduire le tissu africain ici à Paris. Hein.
Je vous dis, parce que quand j'ai commencé, moi, il n'y avait pas un Africain qui en vendait du tissu. Bon, je me suis rendu compte de l'importance du marché. Et j'ai commencé à vendre, et puis bon, ça ne m'a pas porté malheur, ça m'a porté bonheur plus. Oui, en même temps, vous rendez service et en même temps, vous faites de bonnes affaires. Je rends service. Bon, je faisais de bonnes affaires. Mais maintenant, c'est dur les affaires en France. Depuis un certain temps, nous, les Africains, on se sent vraiment très, très serré en France. On est un peu serré. C'est-à-dire? C'est-à-dire, sur le plan de la politique, je ne veux pas rentrer là-dedans dans les détails, mais maintenant, un Africain, si vous voulez, il ne trouve pas sa place en France. Et vous, Serge Fayou, vous trouvez aussi qu'il n'y a pas de place pour les Africains en France en ce moment? Je serais moins catégorique. Je crois qu'il y a une place à prendre. Je crois qu'il est temps de mettre la France en face de son histoire, de son destin, d'apprendre aux Français que la France ne leur appartient pas, sinon elle ne serait pas le grand pays qu'elle est, qu'on y a notre place, donc il faut la prendre. La place à prendre, c'est de s'exprimer, déjà. C'est surtout dans la création qu'il y a de la place à prendre, parce que c'est là le lieu privilégié du dialogue aujourd'hui. Quand on parle de l'insécurité, vous savez bien que l'Africain noir qui est ici en France, je ne vois pas l'insécurité qu'il apporte à la France. La crise, il n'est pas à cause de la crise, c'est pas lui qui a causé la crise. Lui, il apporte sa force de travail. Il vend sa force de travail. Et l'Africain accepte n'importe quel emploi. On a accepté n'importe quel emploi, moi-même en personne d'abord. Et pourquoi on dit que nous sommes responsables de la crise et pas les autres? C'est pas normal. Les Européens nous accusent de déstabiliser leur société. Ils ont oublié qu'ils ont déstabilisé les nôtres pendant 3 siècles. Ce propos amer, on l'entend souvent auprès des quelques 50 000 Africains qui vivent encore dans les foyers de la région parisienne. Car eux, qui n'avaient que leurs bras à proposer, ils font figure aujourd'hui de sacrifiés de l'histoire de la décolonisation. Le docteur Keïta le sait bien, lui qui visite les foyers depuis 20 ans. La condition d'un immigré n'est jamais agréable. Nous sommes là avec très peu de droits et beaucoup de devoirs. Ça, c'est la condition première des immigrés. Et comme je vous l'ai déjà dit auparavant, l'immigration n'est jamais une bonne chose pour les pays dont les enfants s'en vont et encore moins pour les pays d'accueil. Peut-être d'une manière provisoire ou temporaire, le pays qui accueille verra son économie fleurir par l'apport de ses bras valides, mais à la longue, et c'est le cas aujourd'hui, le chômage, les difficultés économiques du monde entier font peser le chômage dans tous les pays du monde. Et les premiers à souffrir de cette crise, c'est les immigrés. Dans ces foyers, il y a 30% de chômeurs. Il n'y a pas que la crise qui compromette les possibilités d'insertion. 70% des résidents des foyers ne savent ni lire ni écrire. L'analphabétisme et la vie entre soi, entre hommes venus d'une même région, d'un même village, sont également des facteurs d'isolement. Tu sais, il y a des milliers d'Africains ici qui vivent dans les foyers qui n'ont pas de femmes. On est parfois 25 dans une chambre, 16, 18 dans une chambre. Mais sinon, bon, depuis quelque temps, il commence à y avoir des femmes africaines qui viennent rejoindre leur mari. Bon, je crois que le problème commence à disparaître un peu. Mais c'est quand même très difficile parce que la plupart des Africains qui sont dans les foyers, qui sont illettrés d'autres, c'est des gens qui ne sont pas capables d'aller à côté d'une fille en disant « Mademoiselle, vous habitez chez vos parents ». Je veux dire, d'un côté, il n'a pas le langage. D'autre part, et souvent, les gens ont peur de s'adresser à une femme. Et puis, dans le cadre de foyer, tu me dis comment c'est possible que 800 hommes vivent dans le même foyer, comment ça se passe. Bah, je peux te dire qu'il y a des hommes, moi-même, je suis resté 2 ans sans connaître une femme ici. Les gens qui venaient dans notre foyer, ils venaient au début avec les dessins des livres, je ne sais pas des livres, c'était des revues chinoises. Bon, au début, c'était des dessins. Bah, j'ai appris un peu dans ces revues à lire, parce que lui m'aidait à lire les dessins d'abord. Et petit à petit, un jour, il m'a dit,
C'est un livre, est-ce que tu veux le lire? J'ai dit, mais je ne sais pas lire. Il dit, mais je t'ai dit que je vais t'apprendre à lire. Bon, j'ai commencé à lire sans savoir que c'était les capitales. De Marx. De Marx, oui. Je crois que c'est la seule. Oui. Tant qu'on ait d'autres capitales. Et alors, est-ce que tu avais conscience que c'était une tentative de t'endoctriner? Et comment tu réagissais à ça? Au début, non. Au début, pour moi, c'est une tentative de contact avec les Européens. Au début, c'était une tentative de pouvoir draguer une fille, parce qu'il y avait des filles qui venaient dans le foyer. Tu attaches une ficelle à un bâton et un crochet au bout de la ficelle. Voilà une canne à pêche. Tu prépares aussi des... Mamadou, des cours de lecture comme celui-ci. Tu en as suivi toi aussi à l'époque où tu vivais en foyer? Moi, j'étais une fois, mais je suis sorti à la fin, avant la fin des cours. Je veux dire, tout est fait à la manière européenne des choses, à la vision écolière des Européens. On apprend comme des enfants qui commencent à aller à l'école. Il ne faut pas oublier que tu n'es pas en train d'apprendre le français à un enfant. Tu ne peux pas lui parler comme un enfant, puisque lui, il a 17 ans, 18 ans. S'il comprend pas, il va se sentir méprisé. Donc, 2 jours après, tu ne le verrais plus à l'école. Un bâton. La chambrée. L'espace y est rare, mais pas cher. Et c'est là l'essentiel lorsqu'il s'agit de faire vivre jusqu'à 20 personnes avec l'argent gagné en France. Voilà, j'ai fait des études. Je suis allé jusqu'en première année de droit. Bon, j'ai abandonné parce que j'avais pas de possibilité du point de vue financier, quoi. Quand je rentrais le soir, j'avais pas d'argent pour bouffer. Alors j'ai laissé tomber les études pour me consacrer un peu au travail, c'est-à-dire gagner un peu d'argent parce que je vais à l'école, d'accord, je reviens le soir, je trouve des lettres. Mes parents me disant, voilà, il faudrait que tu envoies telle somme parce qu'il y a ceci, on n'a pas de quoi manger. Alors moi, ça me fait mal au cœur. C'est pourquoi j'ai abandonné les études et je me suis consacré au travail. On est là pour travailler. Par exemple, par mois, je gagne 300 000. Bon, 3 000 nouveaux francs. 1000, je l'ai envoyé pour 1500 pour mes parents. Il y a des parents là-bas, des familles. Bon, 1500, je suis là avec mon frère. On partage. Bon, pour l'économiser, à peu près 500 francs. C'est ce que j'ai mis à mon compte. La famille, quand vous dites les parents, c'est pas seulement le père et la mère, j'imagine. Non, il y a des frères, des sœurs, des belles-sœurs aussi, des tantes aussi. C'est ça, une famille. Et vous êtes obligé de faire ça. Si vous cessiez de faire ça, qu'est-ce qui se passerait? Non, on est obligé de le faire parce que nous sommes là. Moi, je suis là, par exemple, parce que là-bas, il pleut pas beaucoup, quoi. Monsieur Traoré, et vous, que faites-vous ici? Quel genre de travail? Moi, je travaille. Il dit que lui, il ne travaille pas. Parce que vous ne trouvez pas de travail? Il ne trouve pas de travail. Depuis quand? Presque 5 ans. Ça fait 5 ans. Et alors, ce serait pas mieux pour vous de rentrer en Afrique? Vous ne seriez pas mieux là-bas qu'ici? Il dit que lui, il ne peut pas rentrer sans argent. S'il est là-bas sans argent, il ne serait pas tranquille. Donc, il reste ici. Voilà. Dites-moi, le racisme, est-ce que vous y êtes confronté, vous, sur votre lieu de travail ou dans votre vie quotidienne? Il dit que lui, très franchement, il ne comprend pas ce que ça veut dire racisme. C'est-à-dire qu'il a découvert le racisme ici en France. En Afrique, il ne savait pas qu'il y avait le racisme. Oui, c'est ça. Il dit, sinon, il n'y a pas ton pays, mon pays. Quand tu es chez lui, ce jour-là, tu es chez toi. Ouais. C'est ici qu'il a appris qu'il n'est pas chez lui. Mais en venant ici, il croyait qu'il était chez lui. Là, le racisme, moi, je dirais que c'est un crime. Il n'y a pas d'autre mot, je dirais seulement que c'est un crime.
Parce que, enfin, moi je ne serais pas comme les autres qui souffrent du racisme et qui disent le contraire pour pouvoir peut-être soigner leur image. Moi je ne suis pas. Je souffre, même à mon insu, je souffre du racisme. Je prends l'exemple dans un métro, j'entre dans un métro, je suis assis et puis bon, il y a plein de places à côté, mais des Français qui entrent, enfin, pas tous d'accord, mais il y en a qui entrent, ils ne veulent pas s'asseoir à côté de moi. Bon, d'une part, je me dis, je m'en fous, de toute façon, je suis là, je suis à l'aise. Mais d'autre part, c'est mauvais parce que c'est comme s'ils nous craignaient. Moi, je ne sais pas pourquoi ils nous craignent. Moi, j'aimerais bien leur demander pourquoi ne vous asseyez-vous pas devant moi. Ce que j'aimais dans cette foyer, c'était le type de la vie, c'est-à-dire ça correspondait un peu pour moi à la vie du village. Il y a des cordonniers, il y a les forgerons, il y a tous les systèmes qu'il y a dans un village, il existe dans un foyer. Donc je me retrouvais dans mon cadre. Pourquoi tu ne pourrais pas retourner dans ton village aujourd'hui? Qu'est-ce qui te manquerait si tu retournais là-bas? Eh bien, justement, c'est là où le problème se pose. Parce que j'ai vécu ici pendant 20 ans. Mes habitudes sont changées par rapport aux habitudes du village. Par exemple, je vais te dire un truc qui m'embête un peu. Chez moi, il y a 7 initiations. Il y en a 7. Je n'ai pas fait 3. En n'ayant pas fait 3, je risque de ne plus être membre de ce village-là. Et je suis conscient de ça. Le retour au village ou au pays. Il y a ceux qui le souhaitent pour leurs vieux jours ou pour leurs enfants. Ceux qui cherchent à rassembler suffisamment de moyens pour mettre à profit en Afrique les connaissances acquises en Europe. Et puis il y a ceux qui, comme Mamadou, ne peuvent ni ne veulent plus imaginer le retour. Je suis africain, mais je suis français comme n'importe quel Français aujourd'hui parce que j'ai donné à ce pays depuis avant d'être né. J'ai continué à donner à ce pays depuis que j'ai commencé à être adulte, c'est-à-dire à 17 ans. Je continue à donner aujourd'hui. Qu'est-ce que tu donnes? À donner, je veux dire, à donner, c'était... Bon, mon père était d'abord militaire pour se battre pour la France. Bon, moi, en n'ayant pas mon père avec moi à côté tous les jours, qu'est-ce que c'est donné? Par manque de relation entre mon père et moi, c'est donné de ça à ça. Une fois que je suis arrivé en France, j'ai commencé à travailler dans des usines. J'ai gagné 3 francs de l'air. Mon premier salaire, c'était 3 francs de l'air. C'est vrai que les baguettes coûtaient à l'époque peut-être 40 centimes, mais je veux dire, c'est commencé à donner depuis ces moments-là. Et maintenant, qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je vais donner aux Européens? C'est les cultures des Noirs. Que l'Européen, que toi-même, que tu sois habillé un jour une Africaine, sans avoir des problèmes antérieurs. Parce que moi, je suis habillé comme toi. Ce qu'il faudra donner, c'est nos cultures qui ont toujours été refusées, qui ont toujours été rejetées, qui ont toujours été mises de côté, qui n'ont jamais été essayées par d'autres civilisations du monde, et qu'aujourd'hui, peut-être qu'il est possible d'essayer les cultures des Noirs pour voir s'il y a une possibilité ou pas de changement de mentalité de l'homme d'aujourd'hui, qu'il soit africain, qu'il soit américain, qu'il soit européen. Je pense que la France a besoin d'un changement de mentalité, d'une africanisation de la France. C'est ça que je vais donner. C'est ça que j'ai envie d'amener en Europe. Le désir des Africains de faire passer en Europe un peu de leur propre culture, ce désir est d'autant plus vif qu'ils ont le sentiment de s'être montrés, eux, particulièrement bien disposés envers la culture européenne. Et tel était par exemple l'état d'esprit de Madame et de Monsieur Kwansamé lorsque, venant du Cameroun, ils arrivèrent en France il y a une trentaine d'années de cela. La France représentait beaucoup pour les enfants de mon âge.
d'après les livres de lecture, c'est un beau pays, la France, on nous disait. On y voit de larges avenues, des rues bordées d'arbres. Et pour les Africains, la France était vraiment le paradis. Et jusqu'ici, chaque Africain rêve de venir voir Paris. Donc je voulais venir à Paris et je voulais aussi faire mes études parce que quand on voyait un Européen, on pensait aussitôt qu'il devait être savant. Donc il fallait voir si c'était vraiment réel ou ce ne sont pas des histoires. J'ai fait ma 6e en 1948. J'étais le 2e en français et le premier était un Togolais. Alors, le mythe de l'homme miracle, de l'Européen qui faisait tout, enfin, le mythe était complètement anéanti. Pour moi, c'était des hommes qui ont eu la chance d'aller à l'école, alors que beaucoup d'Africains n'avaient pas cette chance-là. Il y a une trentaine d'années que vous êtes ici. Est-ce que vous êtes sensible à une certaine montée du racisme actuellement? Ça m'amuse quand on parle de la montée du racisme. Il a toujours été là, le racisme. Je ne sais pas s'il monte maintenant plus qu'à d'autres moments, ou alors ce sont les gens qui ne sont pas confrontés à ça, qui ne voient ça que par épisode et qui peuvent parler de la montée. Pour nous autres, il est toujours là. À chaque année de mon existence ici, je peux donner au moins un exemple de racisme. Donc, il est toujours là. Une fois, nous habitions dans un bâtiment d'étudiants et un jour, les deux petits étaient dehors en train de jouer et une fille un peu plus grande qu'eux est venue et les a frappés. Donc, moi, quelqu'un de bien élevé, comme on dit, je vais trouver les parents. Je leur dis que l'enfant, leur grande fille a tapé mes petits, il faut qu'elle leur parle, qu'il ne faut pas qu'elle s'attaque aux plus petits qu'elle. Elle dit oui, madame, mais oui, mais bien sûr. Je sors. Quand j'étais derrière la porte, je l'ai entendu qui disait à sa fille, t'as bien fait. Ils n'ont qu'à retourner chez eux. Bien. J'ai frappé, elle a ouvert, je lui ai dit, madame, j'ai entendu et je peux vous certifier que la leçon sera retenue. Je veux dire par là que une réaction raciste qui m'est destinée à moi, la personne qui me la destine peut être certaine que je rendrai le coup. Parce que c'est terminé le temps où il fallait tout le temps que nous baissions le cou, que nous baissions le col parce que ceci, parce que cela. Sauf si je ne suis pas au courant. Mais si quelqu'un m'attaque, je réagis. Quelqu'un attaque l'un de mes enfants, je réagis. Quelqu'un attaque même mon mari qui est pacifiste, c'est moi qui réagis. C'est comme ça. Mais vous, les enfants, comment vous vous situez par rapport à votre double origine, finalement? Je ne peux pas dire que je suis totalement d'ici, mais je ne suis pas tellement de là-bas non plus. Ce qui veut dire que je suis un peu nulle part, en fait. Vous ressentez ça? Oui, bien sûr. Je n'ai pas envie d'aller vivre en Afrique parce que j'ai pas spécialement envie de m'adapter à la société africaine. Et je ne peux pas prétendre être une Française à part entière. Donc forcément, je suis ni d'ici ni de là-bas. S'ils ne sont pas encore très nombreux, les enfants des Noirs africains immigrés sont déjà là, dans cette école du 20e arrondissement de Paris par exemple. Alors connaîtront-ils, ces enfants-là, une meilleure intégration que leurs parents, une meilleure reconnaissance de leur double appartenance culturelle? Henri Samba a quelques raisons de le croire, puisque désormais, les écoles de France accueillent volontiers ces cours d'initiation à la danse et à la musique africaine. Tous les phénomènes que nous découvrons maintenant, soit le racisme, soit toute l'incompréhension qu'il y a entre différentes communautés, est due
en grande partie par l'ignorance de nos différentes cultures. Ce qui fait que si on commence le travail beaucoup plus tôt, au niveau des enfants, on est sûr demain de favoriser un rapprochement réel entre différentes communautés. Et là, on le voit bien, au niveau des enfants, il n'y a pas de problème. Que ce soit un petit enfant noir ou un petit enfant blanc, ils ont tous le même élan, la même spontanéité. C'est après que l'empreinte culturelle joue. Et quand on voit des enfants comme ça, on ne peut pas empêcher, on ne peut pas vraiment être sensible au discours de Le Pen, un truc comme ça. C'est pas possible. Parce que les enfants, ça forme une unité. On ne voit pas les couleurs. Et souvent, même les enfants ne voient pas nos couleurs. Parfois, on a des accompagnateurs qui sont des Blancs, des Français. Mais les enfants disent de quel pays d'Afrique vous êtes. Ils ne voient pas. Pour eux, on est tous des Africains. C'est à dire qu'ils n'ont pas la même vision que nous, quoi. On a voulu mettre de côté une culture qui était des cultures des Noirs, mais ma lutte à moi, c'est une lutte culturelle pour que réellement il y a plus de mélange possible, pour qu'on puisse entamer dès maintenant un changement de mentalité, que ce soit dans la mentalité africaine des côtés négatifs, que ce soit dans la mentalité européenne de son côté positif. Essayer de tirer surtout le positif de chaque côté à chaque fois pour en produire pour nos enfants demain quelque chose de super positif.